Salut à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. On va prendre le café ce matin dans la Maison des Formidables avec un formidable dessinateur, illustrateur, graphiste. Il va nous expliquer exactement son métier. Un Niçois heureux qui a fait de sa passion pour les affiches de cinéma un véritable métier aujourd'hui. Voici Éric Garance. Bonjour Éric. Comment ça va? Merci de nous rejoindre. Comment ça va? Bien. Ça va super. Il a la banane bonjour, en tout cas, Éric Garance. Bonjour Éric. Et bonjour Éric. Un Éric souriant, comme on aime en voir. Bien sûr. Éric Garance, c'est un nom que vous lisez en bas de nombreuses affiches que vous avez forcément croisées si vous habitez cette région et même ailleurs en France, puisqu'il va partout, dans toutes les villes ou presque, jusqu'à Deauville. Hein. J'ai vu que vous aviez fait des affiches aussi pour Deauville. Une expo, une rue, une place, des aires d'autoroute, des rayons de supermarché. Voilà où on peut trouver vos affiches, vos illustrations. Vous allez nous expliquer ce qu'est votre métier aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été d'ailleurs ce même métier. On dit quoi, illustrateur alors? Oui, illustrateur, ouais. Artiste illustrateur, affichiste parfois. Affichiste aussi, mais pas fétichiste, hein, attention. Ah, peut-être un peu fétichiste de la Provence et de la Côte d'Azur quand même, parce que alors c'est vraiment... Mimosa. Ouais, c'est vraiment le sujet qui vous intéresse. On va découvrir vos affiches les plus célèbres, mais surtout votre parcours, très atypique. Et puis, on va aussi découvrir votre actualité. Où allez-vous voir en ce moment? Mais juste avant, je vous propose de découvrir Ambre. Est-ce que vous avez des animaux, Éric? Oui. Oui. On a plusieurs chats. Plusieurs chats. On adore les chats. Alors, Ambre, bonjour. Comment ça moi va? je suis plus branchée sauvage. Du coup, je vais vous emmener à la découverte d'un animal qu'il faut aller voir en ce moment. Sauvage, mais très sympathique. Mais très sympa. Mais Ouais. quand même, il ne faut pas trop l'approcher. Hein. On peut pas dire Ah bah non, pas tout de suite. Ah Faut bon, rester. on va le découvrir. On va attendre un peu la fonte des neiges, mais on va le découvrir. Merci Ambre. Éric Garance, pour que tout le monde identifie bien ce que vous êtes et ce que vous créez. On va regarder tout de suite quelques images de vos affiches. C'est quoi votre marque de fabrique? À quoi on reconnaît une image, une affiche Éric Garance? Eh bien, c'est une image en fait qui va vous faire penser aux affiches du début du siècle. Donc, j'utilise des aplats de couleurs. Il n'y a pas de noir, ou très peu. C'est très coloré. Ça, C'est très vraiment, coloré. ça met de la couleur dans nos vies. Hein. Ah, c'est ça, c'est très coloré. Les affiches du début du siècle, elles étaient plutôt sur des tonalités pastel. C'est vrai que moi, je suis un peu plus sur des tons chauds, francs. Voilà. Quand il s'agit de mettre un bleu, je mets le bleu le plus franc de la palette. Voilà, le bleu, c'est bleu azur celui-là, c'est le vrai. Oui, j'en utilise plusieurs. Il y a 50 nuances de bleu. Alors, votre première affiche date de 2015, c'est bien ça, c'est il y a 10 ans, et c'est celle-ci, on va la regarder. C'est un village du Haut-Var qui s'appelle Eguine. Pourquoi vous avez choisi d'abord ce village pour votre toute première affiche? En fait, Eguine, c'est le village de mon enfance, c'est le village de mon père, donc c'est un village qui est cher à mon cœur. Et en fait, j'ai commencé à dessiner parce que les endroits me manquaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vivais à Paris et en réalité, je dessinais ce qui me manquait. Voilà. Donc en fait, en dessinant Eguine à Paris, depuis Paris, j'avais un petit peu l'impression de voyager. De rappeler un peu ces bons souvenirs. Votre parcours, c'est celui d'un artiste aujourd'hui, mais avant d'être 100% artiste, vous avez eu un parcours atypique et on va essayer de bien comprendre. Si je dis que votre chanson fétiche, c'est le blues du businessman, j'aurais voulu être un artiste. C'est ça, vous étiez homme d'affaires avant? C'est exactement ça. Je travaillais à Paris, à la Défense, avec l'attaché case et puis le costume. C'est ça. Et puis un jour, en fait, la passion a pris le dessus. Et puis le succès aidant, les marques ont apprécié ce que j'ai dessiné. Et puis c'est devenu mon métier. Voilà. Alors, c'est quand vous étiez en train de diriger une entreprise que vous avez commencé à toucher au dessin et au graphisme en particulier. Comment ça s'est fait? C'était quelle entreprise que vous dirigiez à l'époque quand vous avez découvert la palette graphique? C'était une agence qui éditait des sites internet pour des grandes marques et des applications mobiles. J'étais le patron de la branche digitale de cette agence. Et en fait, forcément, je recrutais des directeurs de création et des directeurs artistiques. Ok. Et en fait, moi, j'ai toujours eu comme passion l'art, j'étais très créatif. Et donc, je faisais des photos à Paris. Et en fait, ces photos, elles ne me satisfaisaient pas totalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une ligne électrique, une voiture... Une antenne de télé. Une antenne de télé. Et donc, c'était pas parfait.
Et donc, en fait, en voyant le travail des directeurs de création et des DA de ma société, Le directeur artistique. directeur artistique, c'est ça, je me suis mis derrière leur épaule et puis j'ai appris sur le tas à recréer mes illustrations, enfin, ce qui est devenu une affiche et une illustration. C'est pour ça que quand on voit vos affiches, on se sent bien, hein, Ambre? C'est ce qu'elle me Ouais, disait en c'est antenne tout à exactement l'heure. ça, et cette espèce de sérénité qui se dégage dès qu'on regarde. Voilà. Et le cahier de coloriage qui est là, c'est pareil. On a tout de suite envie Vous de avez faire. fait un petit peu de coloriage? Là, je Ouais. pense que je vais repartir avec, hein, en douce, sans que vous en rendiez compte, pour déstresser. C'est vrai qu'il y a une espèce d'environnement très serein, très zen. Et j'imagine que vous dessinez depuis tout petit. Oui, oui, je dessine depuis tout petit, c'est juste que c'était pas mon métier. Ouais. Ouais. Et à partir de quel moment, justement, vous faites la bascule? Parce que directeur d'une branche, d'une Ouais. société de communication, bon, ça devait être quelque Ouais. chose d'assez confortable. Et là, vous partez vers l'inconnu, puisque Alors oui, artiste, c'est pas tout à fait la même chose, au débarrage en tout cas. bah, en fait, il y a eu deux étapes parce que donc d'abord j'étais à Paris, effectivement c'était confortable, et puis j'ai fait le choix Ouais. d'offrir à mes enfants le sud de la France que moi j'ai connu, Ouais. donc notre montagne, notre mer, et en fait c'est ici que bah, j'ai posté sur les réseaux sociaux mes illustrations, Ouais. et le premier à m'avoir contacté c'est la marque Côte d'Azur France. Qui a dit on aime beaucoup ce que tu fais, donc on aimerait que tu fasses un essai. Alors moi je leur ai dit je vais pas faire un essai parce que vous allez me juger sur le résultat. Donc j'ai dit je vais vous dessiner le mimosa, je vais vous dessiner les citrons, et ça leur a plu. Ça leur a plu. Début de l'histoire. Et depuis, on enchaîne les cartes postales qui sont sur notre plateau, qu'on voit absolument partout autour de nous ce matin. Ça se décline aussi en petits objets, souvenirs. Ça part dans le monde entier, ça, par exemple, quand Oui. on a un mug comme ça qui représente Cagnes-sur-Mer, là, c'est ça? Ça c'est Cagnes-sur-Mer, Ouais. le croc de Cagne. Ouais. Et effectivement, c'est dans l'histoire que l'on raconte, c'est ça, c'est vous repartez avec un morceau de la Côte d'Azur. Ouais. Ou une fenêtre sur la Côte Une d'Azur. fenêtre sur la Côte d'Azur. Alors, en parlant de Côte d'Azur, vous êtes inspiré par une personnalité de la Côte d'Azur, qui est lui aussi un artiste de l'école niçoise, c'est Ben. Ouais. Ben Vautier. Pourquoi Ben? Ben, ce sont les écritures, comme ça. Je ne comprends pas, voilà. Disparu récemment. Qu'est-ce qui vous inspire chez lui? Vous le Alors, connaissiez? Oui, je le connaissais un petit peu, et en fait, c'est ce qui m'a toujours. C'est notre farfelu niçois, et ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est sa gentillesse, et puis c'est l'absence d'inhibition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui osait, qui avait de l'audace, et qui se fichait un petit peu du regard des autres et qui était beaucoup dans le dialogue. Voilà, il vous a déculpabilisé quelque part. C'est un petit peu de vous dire, ça. moi aussi, j'ai le droit de créer. C'est ça, l'idée. exactement. C'est Fluxus, c'est le courant Fluxus, et tout est art, donc ne nous privons pas. Voilà, tout est art, et vous allez faire de l'art avec pas mal de communes, Saint-Tropez, Nice, Aix-en-Provence, Marseille. Vous allez peindre, mais pas uniquement pour les villes. Vous allez aussi être appelé par la publicité. Si je dis que vous avez quelque chose de commun avec Andy Warhol, je suis dans le vrai? C'est plutôt exact, dans la mesure où Andy Warhol était un illustrateur de mode. Alors moi, je n'étais pas forcément dans la mode, mais plutôt dans le territoire et la destination. Et petit à petit, effectivement, l'art s'est imposé, et la vision de cet artiste qu'il a réussi à imposer. Donc aussi bien du supermarché, comme vous le disiez tout à l'heure, des rayons du supermarché, jusqu'à une affiche publicitaire, jusqu'à un mur par le street art ou les aires d'autoroute. Donc effectivement, cet art total nous relie. Alors ça, c'est très chouette, parce que effectivement, vous dites, par exemple, Andy Warhol, c'est la pub Campbell qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'Andy Warhol. Et vous, c'est là aussi le sens, j'allais dire presque le sens inverse, puisque vous avez fait des jolis paysages, etc. Et puis vous vous retrouvez dans les rayons des supermarchés. Alors avec des cosmétiques, par exemple, ça peut être d'autres produits aussi. Oui. Là, en date, j'ai travaillé pour je ne sais pas si on peut citer toutes les marques, mais... Là, regardez, on est sur... voilà, c'est bon. Voilà, alors oui, parce qu'on a Effectivement, plusieurs marques de cosmétiques. Vous allez voir, il y a la Bello, il y a Nivea. Et à chaque fois, ce qui est génial, c'est que vous mettez la région en valeur sur des produits. La région est mise en valeur, et à chaque fois, c'est sous l'angle collaboration. Donc
donc il y a aussi mon nom qui apparaît. Et parce qu'en fait, je véhicule également l'histoire de quelqu'un de cette région, de quelqu'un du pays. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette petite différence entre juste un dessin et l'histoire qui est derrière. D'accord. C'est-à-dire que les marques qu'on a vues là, il y a un lien à chaque fois avec le créateur de cette marque et Bien la sûr. région. D'accord, mais je ne savais pas. Oui, La c'est sur Bello, par exemple, ouais, je savais pas. je ne savais pas. C'est signé, et oui, la Bello, par exemple, c'était Vive l'hiver by Éric Garance. C'était le nom de la campagne. Ok. Quand des marques viennent à vous, c'est pour quelle raison? Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est à la fois bon pour le côté graphique, pour le premier niveau de lecture, donc c'est joli, ça attire l'œil. Et puis la deuxième chose, je pense qu'elle reste parce que justement derrière, il y a cette histoire, il y a cette sorte de service après-vente et voilà, ça humanise le dessin. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors, un jour, comme les œuvres d'Andy Warhol, vos œuvres, qu'elles soient publicitaires ou non, vont se retrouver dans des musées. Vous l'imaginez ça ou pas? Moi, oui, je l'imagine bien. Parce qu'il y a déjà des expos, Éric Garance. C'est dans le... C'est dans le... La dans le cours continuité. de la continuité, c'est le cours de l'histoire. Hein. Ouais. C'est pas... Les affiches, c'est une passion qui vous vient depuis l'enfance. Ouais. Depuis tout petit, il paraît que dans votre chambre, il y avait des affiches de cinéma de partout. Complètement, de foot et de cinéma, pour être exact. C'est ça aussi qui vous a donné, des années après avoir été homme d'affaires, etc., l'envie de repartir vers cette passion. Oui, ça a toujours été inscrit en moi. Le lien entre art et publicité a toujours résonné en moi. Voilà. Ouais. C'est quelque chose que j'ai inscrit en moi parce que ma maman était... Elle aussi, une sorte de collectionneuse d'affiches, mais alors elle, c'était à un autre niveau. Elle prenait plutôt des photos, c'était quoi qu'elle collectionnait? En fait, elle le collectionne toujours, les vieilles affiches qui sont peintes. Des fresques publicitaires. Des fresques publicitaires, Ouais. ça, sur les murs des grandes villes. C'est une grande fierté aujourd'hui pour votre maman de voir une photo comme celle-ci à la gare de Théoul-sur-Mer, parce que là, pour le coup, c'est une fresque publicitaire. On vous voit aussi en 4x3 dans pas mal de lieux. Ça, c'était rigolo parce qu'en fait, au début, pour Théoul, je devais faire une affiche de la Pointe de l'Aiguille. Ouais. Et puis, en fait, monsieur le maire m'a dit, voilà, c'est ici que je veux voir ton affiche. Et je dis, mais ici, c'est cette grande gare-là, ce grand mur? Il m'a dit, bah oui. Et voilà. Eh ben, écoutez, bravo en tout cas. Est-ce que en quelques années, votre style a changé? Si on regarde la première affiche qu'on a vue tout à l'heure, Egin en 2015, et qu'on regarde la toute dernière, qui est celle de Nice. Alors ça, c'est la première. Hein, Ça, c'est la toute première. Maintenant, on va regarder la toute dernière, celle de 2025, qui représente le Palais Sardes dans le Vieux-Nice. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux affiches? Finalement, pas grand-chose, parce que les deux affiches, elles commencent par un nuage de mots. Donc en fait, pour chacune, pour Egin, il va y avoir le château, le lac de Sainte-Croix, les boules cloutées. Donc c'est ce qui fait l'image mentale du lieu. Et pour Nice, ça va être un petit peu la même chose, parce que le Palais Sardes, c'est le rattachement de Nice, du comté de Nice à la France. On retrouve le vieux Nice avec ses façades rouges et les tentes. Donc finalement, pas grand-chose, si ce n'est que, oui, techniquement, les outils ont évolué. Donc j'enrichis ma palette de nouvelles techniques, ça oui. Ce qui est intéressant dans votre technique, c'est qu'avant de commencer à dessiner, vous vous couchez sur papier des mots. Oui. Pour faire passer un message, ça passe par des mots. Donc c'est des ressentis de ce que vous vivez, Alors il y a vous voyez. des ressentis, des détails qui après vont être le fil rouge de mon dessin. Oui, donc à partir de ces mots, ensuite on reconstruit l'image par rapport aux sensations qu'on a eues. Exactement. Après, en fait, c'est un peu un travail de compositeur et de reporter. C'est-à-dire qu'on va avoir des mots. Donc je vais dessiner les mots indépendamment les uns des autres et après je vais les mettre en scène. Eh ben, on va justement aller dans votre atelier, découvrir votre travail. Éric, puisqu'il y a quelques années, Magali Roubaud est venue vous rendre visite. On va découvrir à la fois le lieu et puis votre technique de travail pour ces affiches. Regardez. Ça commence. Et voici mon antre, voici mon atelier dans lequel on retrouve un certain nombre de mes tableaux. C'est une photo qui est très célèbre de Jean Giletta, donc
bien évidemment, je ne l'ai pas fait sans demander l'autorisation aux éditions. Et en fait, donc, on se rend compte que moi, j'ai redessiné donc par-dessus, j'ai coupé des choses, j'ai recadré certains éléments, j'ai trouvé des couleurs, puisque à la base, c'était du noir et blanc. Et puis ici, donc, on a le bon exemple, donc c'est sur le photographe Jean Giletta, dont je vous parlais. Donc on se rend compte qu'ici, au début, c'était donc une silhouette avec un chapeau. Et je me suis dit, ça va être rigolo de pouvoir mettre Jean Giletta. S'il avait pu faire un caméo sur ses photos, il l'aurait fait. Du coup, je l'ai fait à sa place. Un caméo. Un caméo, c'est ça. C'est quand l'artiste, enfin l'auteur, s'intègre dans son œuvre. Voilà donc les secrets de l'atelier. Cet atelier, il se trouve où ? Il est à Cagnes-sur-Mer, cet atelier. C'est mon ancien atelier. C'est l'ancien atelier, parce que depuis, vous avez déménagé, vous êtes à la Colle-sur-Loup. Et tout à l'heure, on verra que la Colle-sur-Loup vous demande régulièrement de... Comment on appelle ça, de décorer la ville ? Oui, d'apporter de la créativité à cette jolie ville. Voilà, on verra quelques images dans un instant. Merci d'être avec nous. En tout cas, on va aller en montagne maintenant. Je sais que vous y allez régulièrement pour là aussi vous inspirer et dessiner. Il y a beaucoup de neige encore en montagne parce qu'il a neigé encore très récemment. Mais normalement, le mois d'avril devrait nous apporter son lot de douceur et du coup le retour de la marmotte. Exactement. Avril, c'est le réveil de la marmotte. Donc, dans notre belle région, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes aussi, le mois d'avril, c'est idéal pour assister au réveil des marmottes. Et comme le veut la tradition, je vais vous faire écouter un petit cri de marmotte. Ah oui. Allez, attention, on écoute. Alors, ce petit cri, ça siffle. On peut croire que c'est un oiseau, hein, si on n'a pas le contexte et qu'on ne sait pas si on est en montagne, on peut prendre ça pour un oiseau. Donc c'est un cri d'alerte. La marmotte nous alerte d'un danger, donc elle alerte ses congénères, peut-être d'un renard, peut-être d'un aigle ou d'un humain. Parce que quand on approche, généralement, elles font ça. Exactement. Alors il faut savoir qu'elles n'ont pas le même cri en fonction de qui s'approche. Si c'est un aigle ou si c'est un humain, elles ne communiquent pas de la même manière. Donc elles vont être moins effrayées si c'est un humain, parce qu'en général, la chasse à la marmotte, c'est fini. En tout cas, il y a beaucoup de solidarité entre les... Absolument. Les marmottes, oui, c'est ce qu'on va... vigilantes les unes par rapport aux autres. Exactement, on a la marmotte sentinelle qui est là, qu'on voit, qui est en train d'alerter ses copines. Elle va alerter la famille du danger. Et alors c'est vrai que comme vous le disiez, elles vivent en famille et elles ont une vie plutôt sympa, les marmottes. Alors justement, je riais parce que dans l'oreillette, on me dit, est-ce qu'elles mettent le chocolat dans le papier ? Toujours, ça n'a pas changé. Okay. À quoi ça ressemble alors la vie d'une marmotte ? D'avril à octobre, c'est hyper sympa. En fait, c'est sympa toute l'année, la vie d'une marmotte. Hein. Donc maintenant, surtout pour les gros dormeurs. Oui, c'est ça, c'est absolument merveilleux. Donc là, elle fait ses provisions en ce moment. Donc elle va manger surtout des fleurs, mais aussi des légumes si elle en croise, des fruits, des petits insectes. Elle peut manger des sauterelles, des choses comme ça. Ensuite, elle va du coup emmagasiner tout ça. Hein. Elle emmagasine ses provisions, comme on le sait. Elle devient très grosse à la fin de l'été. Et puis ensuite, elle creuse ses terriers, ces fameuses galeries qui sont absolument dingues. C'est des labyrinthes. On croit que c'est juste des petits terriers, pas du tout. C'est absolument fantastique à l'intérieur. C'est très organisé, c'est très propre. Ouais. Il y a même les toilettes séparées. On appelle ça des latrines chez les marmottes. Donc, en fait, elles ne font jamais leurs besoins au même endroit que dans la chambre à coucher, etc. Donc c'est vraiment des appartements absolument géniaux. Et attention, il y a aussi des guerres de territoire chez les marmottes. Alors on dirait comme ça, vous disiez c'est un animal très sympa et tout. Entre elles, c'est pas toujours très sympa. Ça a des bonnes dents, ça a des bonnes griffes. Et donc on peut assister, on voit un petit combat de marmottes là. Donc on a l'impression qu'elles dansent. En fait, c'est un combat de territoire. Ça peut, et puis elles peuvent jouer aussi à se faire peur. Elles s'entraînent à la guerre. Si jamais il y a un autre clan qui rentre, elles peuvent faire peur pour éviter qu'on prenne leur territoire. Bien. Et on va terminer avec cette question. Il paraît, Eric, que les marmottes ont le secret de la vie éternelle. Oui, absolument. Figurez-vous que les scientifiques s'intéressent beaucoup aux marmottes. Alors évidemment, vous le savez, elles hibernent donc de octobre à avril. Les battements de leur cœur diminuent, mais alors diminuent énormément. En temps normal, c'est 90 à 140 battements par minute. Et en période d'hibernation, c'est 3 à 4 battements par minute. Donc elles arrivent à ralentir complètement leur processus. Elles deviennent très rigides. J'ai déjà... Parce que cadavérique. Parce que en fait, oui, parce que c'est pour avoir le moins possible d'énergie qui est déployée dans le reste du corps. Donc elles deviennent, on a l'impression qu'elles sont mortes. En fait, elles ne le sont pas. Elles ont très peu de battements pour s'alimenter et ça stoppe leur processus de vieillissement.
Donc c'est pour ça que ça intéresse énormément les scientifiques. Alors pour aller voir ces fameuses marmottes, vous pouvez par exemple aller à Orsières où il y a des randos marmottes qui sont organisés. Et puis quelques conseils évidemment pour ne pas les déranger. Vous savez que c'est important de toujours respecter les animaux sauvages. Mettre son chien en laisse parce qu'en fait ils adorent aller voir dans les terriers des marmottes. Aller gratter, mais bon, surtout ça les les terriers, stresse beaucoup, voilà. Ouais. Et puis on les nourrit pas. Elles ont largement de quoi faire, hein, les marmottes avec les fleurs de la montagne. Donc pas la peine de ramener du pain, surtout pas. Hein. On n'oublie pas que les aliments transformés, on évite. Hein. Donc on leur donne rien du tout, juste on les observe de loin et on attache son chien. Voilà, pour admirer le spectacle. Et Eric, vous avez déjà observé les marmottes en vrai ou pas? Oui, j'ai dessiné les marmottes pour Isola 2000. Ah ben voilà, ça m'étonne pas parce qu'effectivement c'est là-bas que j'ai pu en observer moi aussi. En fait, on les observe très facilement. Hein. Si on est discret et qu'on en été, elles ressortent très facilement et c'est un super spectacle. Voilà. Et donc elle criait pour avertir que vous étiez là. C'est ça. Mais Attention. si vous bougiez pas trop, vous arriviez quand même à en voir 2-3. Éric Garance, on va rester à la Colle-sur-Loup puisque c'est là que se trouve maintenant votre atelier et on va regarder quelques œuvres que vous avez déposées là-bas. Alors tout d'abord un escalier en anamorphose. Alors c'est quoi? Rappelez-nous ce que c'est un escalier en anamorphose. Une anamorphose, c'est une œuvre qui se reconstitue à partir d'un seul point de vue. Donc, c'est chouette. Voilà, c'est l'escalier des sports, l'escalier du gymnase, et c'était un super projet à imaginer. Voilà, donc cet escalier, vous pouvez le croiser pas très loin de l'atelier d'Éric Garance à la Colle. Maintenant, tout le monde est au courant, vous allez avoir plein de monde. Ouais. Ça se visite, votre atelier? Oui, l'atelier se visite. Il est ouvert les mardis et les jeudis. D'accord. Et puis, autre chose, il y a quelques semaines, vous étiez présent pour une manifestation qui s'appelle la Colle sur l'Ove. Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé là-bas? C'était une installation un peu particulière. C'est ça. En fait, la Colle sur l'Ove, c'est un festival d'art urbain qui est ouvert à tous et qui est hors les murs. Et en réalité, j'ai fait une proposition. Donc, c'est une installation sur une façade avec un certain nombre de lettres. Et sur ces lettres, il y a des mots d'amour qui sont issus de titres de chansons connus, et derrière il y a une playlist qui tourne en permanence. Donc l'art, voilà, ça va au-delà aussi juste de l'illustration. Voilà, et donc belle atmosphère artistique aussi grâce à vous à la Colle-sur-Loup. Tiens, anecdote amusante, vous vous inspirez des affiches du XXe siècle et vous me dites de temps en temps, j'ai justement des fans qui viennent me faire signer des affiches et c'est pas forcément les miennes. Eh ben non. Ils se cassent le nez. Il se casse le nez parce que en fait déjà quand il me voit, il pense que je suis une personne beaucoup plus âgée. Normalement, ce sont pas les vôtres, hein, par exemple. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ça m'est arrivé d'avoir des gens qui viennent et qui me demandent de signer l'affiche de quelqu'un d'autre. Mais des affiches de Roger Broders, par exemple, voilà, de la PLM du tout début du siècle. La PLM, c'était cette ligne Paris-Lyon-Marseille de train. C'est ça. Et donc oui, évidemment, vous dites non, je suis légèrement plus jeune. C'est ça. Et par contre, c'est aussi efficace. Alors on va maintenant rappeler une chose en voyant ces images d'un autre temps, c'est que vous dites que les affiches, eh bien c'est quelque chose qui est témoin de l'histoire, à tel point qu'on utilise aujourd'hui vos affiches dans des ateliers mémoire. Expliquez-nous ce que c'est. Complètement. En fait, j'ai eu l'occasion de faire une exposition à la Fondation Claude Pompidou, à l'Institut Claude Pompidou de Nice, où ils travaillent en fait sur les maladies neurodégénératives. Type Alzheimer, par exemple. Exactement, type Alzheimer. Et en fait, ils les ont décrochés et puis ils les ont utilisés dans des ateliers d'art-thérapie pour se remémorer certains détails de la vie et des lieux sur lesquels se déroulent ces ateliers. Voilà, et effectivement, à chaque fois, chaque détail, parce qu'il y a toujours des détails incroyables sur vos photos. Par exemple, il y a une photo ici sur ce plateau du fort de Brégançon. Enfin, une affiche, une image que vous avez créée. Et à l'intérieur, vous mettez toujours des détails particuliers. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, Cédric va essayer de nous la montrer en direct. Qu'est-ce qu'on va voir Il y a une surprise cachée. Quelle est la surprise dans cette image? En fait, voilà, c'est le premier niveau de lecture. Il faut que ce soit joli. Et le deuxième niveau de lecture, c'est le sens que va avoir un peu plus caché du dessin. Et donc, le fort de Brégançon, c'est une résidence présidentielle de la République. Donc, j'ai positionné le symbole de la République. J'ai caché Marianne. Voilà. Et Marianne, alors est-ce qu'on peut la voir là? On va vous la montrer. Elle est où? On aide un peu nos téléspectateurs. Regardez. La fiche s'incline, voilà. Ouais. On la voit de profil. Hein. Et vous voyez le profil. Donc, ce sont la cime. Juste au-dessus du fort de Brégançon, dans la cime des arbres. On voit bien le nez de Marianne. Voilà. Donc, bravo. Donc, dans toutes les affiches d'Éric Garance, regardez bien. Il y a toujours des détails cachés comme cela. Par exemple, dans l'affiche d'Isola 2000, vous avez caché des marmottes? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais elles sont Quand je cachées. disais ça, c'était vrai. C'était exact.
On va terminer avec vos projets. Il y a une exposition qui est prévue. Oui, il y a une exposition qui démarre le 5 mai, donc à la Colle-sur-Loup, voilà, au 4 rue Clémenceau. Ouais. Et c'est une collaboration posthume avec un artiste qui m'a beaucoup influencé, qui est Claude Gilly, et qui a travaillé sur le bleu, qui a travaillé sur le pain parasol, enfin à peu près les mêmes thématiques, mais à 50 ans d'intervalle. C'était un précurseur du pop art. On a appelé l'exposition Pop Story. Et ça donne à voir des créations originales qui entremêlent mes affiches avec les créations de Claude Gilly, une sorte d'hommage. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé un petit moment avec nous ce matin, Éric Garance. Et on va se quitter avec votre coin de paradis. C'est Egin, hein, cette image qui est la première que vous avez créée en 2015 et qui est ce village du Haut-Var qu'on aperçoit ici avec le lac de Sainte-Croix. C'est bien, c'est bien. La famille. Là. Ça, c'est inspiré. Merci encore à vous. Rendez-vous le 5 mai donc à la Colle-sur-Loup pour votre exposition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la de la couleur, de la joie et puis... Eh ben, merci d'avoir rempli notre vie de couleurs jusque-là et de continuer. À très bientôt. Merci Salut André. Salut. Bye bye. Merci beaucoup.